Si je reste, je sacrifie mon estime de soi. Si je pars, je ne perds rien. Nous nous sommes retrouvés chez les Henderson pour leur fête d'automne annuelle. Jennifer, ma femme, chérissait plus que tous ces événements. Notre demeure, située dans le quartier historique, s'avérait idéale pour les réceptions. Ces 3 étages de pièces élégantes grouillaient de ses collègues et connaissances, le vin coulait à flots, et les conversations résonnaient à tous les niveaux de cette maison victorienne méticuleusement décorée. J'avais assisté à suffisamment de ces obligations sociales pour comprendre précisément ce que mon rôle impliquait, me montrer, arborer un sourire amical, acquiescer pendant les conversations et m'efforcer de ne pas prendre trop de place ou d'attirer une attention excessive. Mais quelque chose semblait différent ce soir-là, dès le moment où nous avons franchi le seuil. Si vous appréciez ce genre d'histoire vraie, n'hésitez pas à soutenir la chaîne en vous abonnant. Et maintenant, retour à l'histoire. Chaque fois que j'ouvrais la bouche pour exprimer une pensée, Jennifer levait les yeux au ciel dans ma direction. Ce n'étaient pas des regards subtils et fugaces. C'étaient de grands gestes dramatiques, des mouvements théâtraux qui amenaient les personnes présentes à se décaler inconfortablement et à détourner le regard. Quand je mentionnais un article que j'avais lu sur l'urbanisme, elle soupirait assez fort pour que des personnes à 1 mètre de distance l'entendent. Quand j'essayais de participer à une discussion sur la nouvelle exposition d'art qui avait récemment ouvert ses portes au musée du centre-ville, elle sortait promptement son téléphone et commençait à le faire défiler comme si je n'étais pas là. Chaque fois que je tentais de discuter de leur projet avec ses collègues, elle se distançait physiquement de moi, créant un espace entre nous dans la pièce. Je me répétais sans cesse que j'étais en train de suranalyser la situation, que j'étais hypersensible, comme c'était souvent le cas. Tout le monde a des jours sans, n'est-ce pas? Peut-être était-elle stressée par son travail ou épuisée par une longue semaine. Je rationalisais son comportement, car c'est ce qu'on fait quand on veut éviter la vérité inconfortable qui nous regarde droit dans les yeux. Puis, Sarah Martinez, une des connaissances de Jennifer de la salle de sport, a posé la question qui a irrévocablement tout changé. Nous étions dans le salon, au milieu d'un groupe d'environ 7 ou 8 personnes de notre entourage. Je venais de terminer une déclaration sur un documentaire que j'avais vu sur l'urbanisme et les infrastructures, essayant d'apporter une contribution utile à la conversation, et Jennifer a réitéré son comportement. Ce roulement des yeux, ce geste de la main dédaigneux, qui me donnait l'impression que je gaspillais physiquement de l'oxygène rien qu'en existant dans cette pièce. Sarah l'a remarqué. Elle a légèrement incliné la tête, sincèrement curieuse, et a demandé directement à Jennifer pourquoi elle se comportait ainsi. Jennifer a pris une gorgée mesurée de son vin et a feint l'innocence en demandant ce que Sarah voulait dire. Sarah a clairement expliqué qu'elle avait roulé des yeux chaque fois que j'avais parlé ce soir-là, peut-être déjà 6 ou 7 fois, et que c'était évident pour toutes les personnes présentes. La conversation autour de nous ne s'est pas complètement éteinte, mais elle s'est certainement calmée. Les gens se sont soudainement plongés dans l'observation de leurs boissons ou l'examen des tableaux accrochés au mur. Mais tout le monde écoutait, s'attendant à ce qui allait se passer ensuite, à la manière dont Jennifer allait réagir face à cette interpellation. Jennifer a ri, pas un rire embarrassé ou un rire nerveux, mais un rire aisé et désinvolte, comme si Sarah venait de demander le temps qu'il faisait ou de faire un commentaire sur les amuse-gueules. Elle a dit que c'était parce que j'étais ennuyeux, tout simplement. 3 mots simples, prononcés comme une vérité fondamentale que tout le monde dans la pièce reconnaissait déjà. Et nous étions tous simplement polis en évitant de le dire à voix haute. Certaines de ses amies ont poussé un rire maladroit, ce bruit dérangeant que les gens produisent lorsqu'ils ne savent pas comment réagir dans une situation donnée. D'autres ont rapidement détourné le regard, étudiant attentivement le mobilier. Mais Jennifer s'est restée là, complètement détendue face à ce qu'elle venait de dire, comme si ce n'était pas une déclaration dévastatrice sur son mari en présence de toute une pièce remplie de monde, comme si cela n'avait aucune importance. À ce moment précis, j'ai eu un déclic. Pas vraiment de la colère, pas encore en tout cas, mais plutôt une compréhension froide et claire de ce qui venait de se passer et de ce que cela signifiait. C'était sa perception réelle de moi. Pas pendant une dispute privée derrière des portes closes ou dans un moment de frustration où elle était en colère, mais comme une vérité fondamentale qu'elle était tout à fait disposée à partager avec une pièce remplie de nos amis et de ses collègues. Et au vu de la réaction de ses amis, de leur rire maladroit et de leurs regards détournés,
Ce n'était manifestement pas une nouveauté pour eux. Ils l'avaient déjà entendu dire ça, probablement même des dizaines de fois. Ils l'avaient écouté se plaindre de son mari ennuyeux, et ils avaient hoché la tête en signe d'approbation, ri ou peut-être même partagé son point de vue. Moi, j'étais là, serrant mon verre de vin, et j'ai réalisé une autre chose qui m'a frappé comme un coup de poing dans l'estomac. Je n'étais pas ennuyeux, pas le moins du monde. Je lisais comme un fou, tout, de l'histoire à l'actualité en passant par la fiction. Je suivais l'évolution de la situation mondiale, et je pouvais parler de politique, d'architecture, de livres, de films et d'événements locaux. J'avais de vrais intérêts, des opinions et des réflexions sur le monde qui m'entourait. Mais tout cela ne comptait plus pour elle, si jamais cela avait compté. J'écus sec le reste de ma boisson, posai délicatement le verre sur la table la plus proche, regardai Jennifer droit dans les yeux et déclarai que j'allais aller ennuyer quelqu'un d'autre. Puis je me suis dirigé vers la porte d'entrée à une vitesse normale, sans fuir ni sortir en trombe de manière dramatique, mais simplement en m'en allant avec le reste de dignité qu'il me restait. Derrière moi, un murmure malaisé et des chuchotements étouffés ont éclaté. Quelqu'un a crié mon nom. Je crois que c'était Sarah, honnêtement. J'ai continué à marcher sans me retourner. L'air d'octobre m'a giflé en sortant dans la nuit, frais, pur et réel, après l'atmosphère étouffante de cette fête. Je suis monté dans ma voiture et suis resté assis un moment avec les mains sur le volant, fixant le vide et essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Mon téléphone a commencé à vibrer presque immédiatement dans ma poche, mais je l'ai ignoré. Je n'étais pas encore prêt à y faire face. Et je ne rentrais pas encore à la maison, pas encore. J'avais besoin d'espace pour réfléchir. J'ai conduit jusqu'à un bar dans un autre quartier où personne ne me connaissait. Un de ces endroits où l'on peut s'asseoir tranquillement avec une bière et réfléchir sans que personne ne vous harcèle ou ne vous pose de questions. Le barman a simplement hoché la tête, a tiré une bière sans que je n'aie à la commander et m'a laissé complètement tranquille, ce qui était parfait. J'ai finalement allumé mon téléphone après avoir bu quelques gorgées de ma bière. 5 messages de Jennifer, l'un après l'autre. Où étais-je passé ? C'était tellement embarrassant. Tout le monde à la fête s'enquérait de mon absence. Si je pouvais revenir, s'il vous plaît. Pourquoi me comporter ainsi et faire une scène pareille ? Pas un seul message pour savoir comment j'allais ou suggérant que nous devions parler de ce qui venait de se passer, mais seulement une inquiétude quant à l'effet de mon départ sur elle aux yeux des autres, à cause de la gêne sociale que son mari quitte une fête. J'ai tapé une brève réponse pour lui dire qu'elle pouvait dire à tout le monde que j'étais allé dans un endroit intéressant, loin d'elle. Puis j'ai complètement coupé le son de mon téléphone et j'ai commandé une autre bière. Je suis resté assis dans ce bar pendant les 2 heures suivantes à repenser à l'année écoulée de notre mariage, la considérant pour la première fois avec une réelle honnêteté. À quel moment précis étais-je passé de son mari à quelqu'un qu'elle ne faisait plus que tolérer en public ? Quand tout ce que je disais était-il devenu quelque chose à rejeter et à ridiculiser au lieu d'être pris en considération ? J'ai pensé à tous ces dîners, fêtes et réunions où elle m'ignorait pendant que je parlais, détournant des conversations entières de tous les sujets qui me tenaient à cœur, soupirant de manière dramatique quand je commençais à raconter une histoire, comme si j'épuisais sa patience limitée juste en osant exister et parler. Je m'étais adapté avec le temps, sans même m'en rendre compte. J'avais commencé à parler de moins en moins, à moins participer aux conversations de groupe, à me faire de plus en plus petit lors des événements sociaux. Je pensais que peut-être elle finirait par me percevoir différemment et commencerait à me traiter avec un respect fondamental si je trouvais simplement le bon équilibre, la bonne façon d'être. Mais c'était le problème fondamental que j'avais négligé. Elle me percevait déjà exactement comme elle voulait me percevoir, et aucun effort ni changement de ma part ne changerait jamais rien. Vers 11 heures ce soir-là, j'avais pris ma décision concernant ce que je devais faire. J'ai sorti mon téléphone et j'ai réservé une chambre d'hôtel en centre-ville, un endroit où dormir qui ne soit pas notre appartement commun, un endroit où je pourrais penser clairement, sans que sa présence n'imprègne chaque recoin de l'espace. J'ai envoyé à Jennifer un simple message pour lui dire que je passais la nuit ailleurs et que nous parlerions le lendemain. Elle a appelé immédiatement. J'ai laissé l'appel être directement transféré sur la messagerie vocale.
Elle a rappelé 3 fois de plus avant que je ne désactive finalement complètement mon téléphone. La chambre d'hôtel était interchangeable, mais propre et calme. Un lit king size, un petit bureau et une fenêtre donnant sur les lumières de la ville en contrebas. Je me suis allongé, tout habillé, sur le couvre-lit, fixant le plafond, incapable de trouver le sommeil. Mon esprit n'arrêtait pas de repasser non seulement cette soirée, mais des mois et des mois de réunions où je m'étais senti de plus en plus comme un invité non désiré dans mon propre mariage. Le problème avec les schémas répétitifs, c'est qu'on ne les voit pas clairement quand on est en plein dedans et qu'on les vit jour après jour. On rationalise le mauvais comportement. Elle est fatiguée, elle est stressée par le travail, elle a eu une semaine particulièrement longue. Demain, elle ira mieux. Pourtant, alors que j'étais allongé dans cette chambre d'hôtel à 2 heures du matin, je ne pouvais plus rien ignorer. Tout était parfaitement clair. À chaque fête, chaque dîner, chaque événement social auquel nous assistions ensemble, elle était engagée, vive et pleinement présente avec absolument tout le monde sauf moi. Avec ses compagnons et collègues, elle riait, plaisantait et s'investissait avec enthousiasme. Avec moi, elle se contentait de tolérer ma présence, de gérer l'inconvénient de ma personne et d'attendre impatiemment que j'arrête d'exister de manière si audible dans son espace. Depuis combien de temps m'excusais-je d'exister tout court ? Combien de fois m'étais-je déjà rapetissé pour tenir dans les limites de son mépris palpable ? Vers 4 heures du matin, j'ai finalement sombré dans un léger sommeil et je me suis réveillé à 7 heures, aveuglé par la lumière éclatante du soleil qui inondait la chambre à travers les rideaux de l'hôtel. Pendant un bref instant, j'étais désorienté. Puis, le poids de la réalité m'a de nouveau submergé. J'ai commandé un room service, uniquement du café et des toasts, et je me suis installé près de la fenêtre pour observer la ville en contrebas qui s'éveillait. Les gens sortaient pour un brunch dominical, des couples se promenaient avec leurs chiens, chacun plongé dans ses habitudes, tandis que ma propre existence donnait l'impression de se dissoudre activement. Pourtant, cela ne ressemblait pas vraiment à un effondrement. Cela ressemblait plutôt au réveil d'un long sommeil. Ce matin-là, j'avais une idée parfaitement claire de la marche à suivre. Je n'étais plus consumé par la colère, mais simplement complètement épuisé. J'ai quitté l'hôtel vers 9 heures du matin et je me suis dirigé vers le vaste parc à l'autre bout de la ville. J'avais un besoin impérieux de marcher, de mettre mon corps en mouvement et de peser soigneusement chaque aspect de la situation. Le parc respirait le calme en ce dimanche matin, seulement peuplé par une poignée de sportifs matinaux et de personnes promenant leurs chiens. Les feuilles mortes crissaient de manière satisfaisante sous mes pieds, tandis que je parcourais les sentiers sinueux. Tout en pesant soigneusement tous les aspects pratiques de mes actions à venir, je me suis rappelé que nous louions notre appartement ensemble. Le bail portait nos 2 noms et expirait dans exactement 3 mois. Je pourrais facilement trouver mon propre appartement. Nos comptes bancaires étaient toujours restés séparés. Nous n'avions jamais complètement mis en commun nos finances. Une décision qui, à l'époque, semblait pratique et moderne, mais qui maintenant ressemblait à une préparation inconsciente à ce moment précis. Nous étions mariés depuis 2 ans, ensemble depuis 4 ans au total. Il n'y avait pas d'enfants ni de biens communs importants à partager. Seulement un bail, quelques meubles et un mariage qui était mort en silence. Si progressivement même que je n'avais pas remarqué son décès jusqu'à ce que quelqu'un demande à ma femme pourquoi elle levait constamment les yeux au ciel en ma présence. À 10 heures ce matin-là, je me tenais devant notre immeuble, les clés à la main. Sa voiture était garée à sa place habituelle dans l'allée. Je suis entré aussi silencieusement que possible, j'ai sorti un grand sac du placard et j'ai commencé à emballer méthodiquement. Des vêtements, mon ordinateur portable, des documents importants, l'essentiel dont j'aurais besoin pour les semaines à venir, le temps que je me débrouille dans la complexité de la situation. Je pouvais percevoir ses mouvements à l'étage, le bruit de la douche en marche, le déroulement habituel de sa routine matinale. Exactement comme d'habitude. Comme si la nuit dernière n'avait jamais eu lieu. Comme si rien n'avait fondamentalement changé entre nous. J'avais presque fini de préparer mon sac quand j'ai entendu ses pas descendre l'escalier. Rapidement, j'ai posé un mot sur le comptoir de la cuisine, là où elle le verrait immédiatement. Il indiquait simplement que j'allais passer quelques jours ailleurs et que nous devions parler, mais pas tout de suite. J'avais besoin de temps pour réfléchir. Je me suis assis dans ma voiture
et j'ai quitté l'allée avant qu'elle n'ait fini de descendre les escaliers. Mon téléphone a commencé à sonner à 11 heures pile. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai décroché. Elle m'a immédiatement demandé si j'allais vraiment faire ça maintenant. D'un ton parfaitement égal, je lui ai demandé si sa caractérisation de moi comme étant ennuyeux devant tout le monde était censée être une blague. Elle a rétorqué « Oh mon Dieu, j'étais tellement compatissante. Elle était pompette. Tout le monde a ri. Ce n'était pas grave. » Je lui ai fait remarquer qu'en réalité, tout le monde était mal à l'aise et que c'était déjà une différence. Elle m'a demandé si c'était pour ça que je voulais bouder à l'hôtel maintenant. J'ai répondu que je voulais sérieusement réfléchir à la question de savoir si je voulais rester mariée avec quelqu'un qui me trouvait vraiment ennuyeux, si je voulais passer le reste de ma vie comme ça. Un long silence s'est installé à l'autre bout du fil. Puis, elle a juré qu'elle ne le pensait pas et a essayé de se rétracter. J'ai soutenu qu'elle le pensait exactement comme elle l'avait dit et qu'elle le racontait probablement à toutes ses connaissances dans mon dos depuis des mois. La soirée d'hier était juste la première fois que je l'entendais dire à voix haute. Elle a déclaré que toute cette situation était ridicule et que je devais simplement rentrer à la maison pour que nous puissions en parler comme des adultes. J'ai dit que je reviendrais dans le courant de la semaine, pendant qu'elle serait au travail, pour prendre d'autres affaires et que nous parlerions quand je serais vraiment prêt et pas avant. Ensuite, j'ai mis fin à la conversation. Elle a immédiatement rappelé. Je n'ai pas répondu. Au cours de la semaine suivante, je suis allé à l'appartement 3 fois, chaque fois en sachant qu'elle était au travail. À chaque fois, j'ai retiré d'autres objets et je les ai chargés dans ma voiture. Des livres, plus de vêtements, des appareils de cuisine que j'avais acquis au fil des ans. Le tableau que mon frère m'avait offert pour mon anniversaire et qui s'était inexplicablement retrouvé caché dans la chambre d'amis, au lieu d'être exposé quelque part. Elle m'a inondé de SMS toute la semaine. On ne veut vraiment pas régler ça comme des adultes maintenant. C'est vraiment enfantin. Bon, fais ce que tu veux. Est-ce qu'on peut au moins en parler, s'il te plaît ? J'ai répondu une seule fois par un bref message. Samedi, 10 heures, au café de Main Street. J'ai consacré toute la semaine à la recherche d'un appartement, dès que j'avais du temps. J'ai finalement trouvé un studio dans un quartier que j'avais toujours apprécié, un quartier plus jeune et plus artistique, rempli des cafés indépendants et des librairies que j'aimais tant fréquenter. J'ai signé le contrat de location le jour même, mis tous les services publics à mon nom, mis en place des paiements automatiques pour ma part des frais de notre appartement actuel jusqu'à la fin de notre contrat de location, afin d'éviter qu'elle ne se plaigne que je ne respecte pas mes obligations financières. J'ai également consulté un avocat pour comprendre mes options pour l'avenir. Pas encore pour les papiers de divorce, en tout cas pas encore. Notre État exigeait une année complète de séparation avant même qu'une procédure de divorce puisse être engagée, mais je voulais comprendre exactement ce que je devais faire pour m'assurer que cette séparation se déroule de manière propre et légale. L'avocat a adopté une approche pratique et directe de la situation. Pas d'enfants, très peu de biens communs, nous deux travaillons avec nos propres revenus. Ce serait tout à fait simple. Nous devions vivre séparément pendant 1 an, documenter cette séparation, puis déposer les papiers le moment venu. Simple, clinique, complet. Quand le samedi matin s'est levé, j'avais déjà déménagé plus de la moitié de mes affaires dans le nouvel appartement. Je suis arrivé au café avec 1/4 d'heure d'avance, j'ai choisi une table près de la grande fenêtre donnant sur la rue et j'ai commandé un americano. L'endroit était bondé de la clientèle habituelle du week-end matin. La machine à expresso sifflait et crachait de la vapeur sans arrêt. Les gens discutaient, riaient et vaquaient à leurs occupations typiques du samedi matin, tandis que ma propre existence était en pleine mutation. Jennifer est arrivée avec exactement 10 minutes de retard, et j'ai pu constater qu'elle avait fait de gros efforts pour soigner son apparence. Ses cheveux étaient méticuleusement coiffés, son maquillage soigneusement appliqué, et elle portait une de ses plus belles tenues, la version d'elle-même qu'elle présentait toujours au monde quand les apparences comptaient. Elle s'est assise en face de moi et a immédiatement déclaré « Bon, j'ai clairement exprimé mon point de vue. J'étais assez dramatique. Est-ce qu'on peut en finir avec ça, s'il te plaît ?» Je lui ai dit calmement que ce n'était ni du drame, ni du théâtre. C'était moi qui avais décidé que je méritais mieux que ça. Elle a demandé « Mieux que quoi, exactement ?» Elle n'a fait qu'une remarque à une fête. J'ai répondu qu'elle avait fait une remarque à voix haute,
que j'avais par hasard entendue. Combien de fois l'avait-elle dite quand je n'étais pas là pour l'entendre? Combien de fois avait-elle dit à ses amis que son mari était ennuyeux? Elle a détourné le regard et n'a pas répondu. Cela disait tout ce que j'avais besoin de savoir. Je me suis légèrement penché en avant et lui ai expliqué que ce n'était pas seulement cette remarque de toute façon. C'étaient les yeux qui se levaient constamment au ciel chaque fois que je disais quelque chose. C'était la façon dont elle me court-circuitait dans chaque conversation. C'était la façon dont elle détournait les discussions de n'importe quel sujet qui m'intéressait. C'était la façon dont elle m'avait fait me sentir, ces 2 dernières années, comme une gêne qu'elle tolérait à peine, et non comme son mari. Elle a protesté que ce n'était pas juste. Je lui ai demandé quand elle m'avait réellement écouté pour la dernière fois parler de quelque chose qui me tenait à cœur, sans soupirer, regarder son téléphone ou avoir l'air ennuyé. Là non plus, elle n'avait pas de réponse. Je lui ai dit directement que j'allais déménager. J'avais déjà trouvé un nouvel appartement et signé le bail. Je ferais venir quelqu'un chercher le reste de mes affaires d'ici la fin du mois. Ses yeux se sont écarquillés d'effroi. Elle a demandé si j'allais vraiment partir sérieusement. J'ai dit que je n'étais pas ennuyeux. C'était juste elle qui me trouvait ennuyeux, et je n'allais pas gâcher le reste de ma vie à essayer désespérément d'être assez intéressant pour que ma propre femme me respecte. Elle a insisté sur le fait qu'on pouvait y travailler, on pourrait faire une thérapie de couple, on pourrait arranger ça. Je lui ai dit que je n'avais pas envie d'y travailler, je n'avais pas envie d'une thérapie. Je voulais être avec quelqu'un qui n'a pas besoin de faire un effort conscient pour me respecter en tant que personne, quelqu'un qui ne lève pas les yeux au ciel quand je parle, quelqu'un qui a vraiment envie d'entendre ce que j'ai à dire sur les choses. Elle a tendu la main par-dessus la table vers la mienne, j'ai délibérément retiré ma main, sa voix s'est légèrement brisée, et elle a demandé si c'était vraiment la fin. Si j'abandonnais simplement tout espoir pour nous. Je me suis levé de ma chaise, j'ai laissé un billet de $10 sur la table pour payer mon café, et je l'ai regardé une dernière fois. Je lui ai dit de prendre soin d'elle. Puis j'ai quitté ce café. Derrière moi, je l'ai entendu appeler mon nom avec désespoir. Je ne me suis pas retourné. Au cours des 2 semaines suivantes, je suis revenu et j'ai récupéré le reste de mes affaires dans l'appartement que nous avions partagé. Jennifer a essayé à plusieurs reprises de me dissuader de partir. Chaque conversation s'est déroulée exactement de la même manière. Elle commençait sur la défensive et en colère, puis passait aux négociations et aux promesses, et revenait à la colère quand rien ne fonctionnait. Mais elle ne s'est jamais vraiment excusée pour ce qu'elle avait dit. Elle n'a jamais vraiment semblé comprendre qu'on ne pouvait pas simplement lisser la situation et la balayer d'un revers de main. Comme si rien ne s'était passé quand on avait qualifié son mari de languilig, ennuyeux, devant tout le monde. La toute dernière fois que j'ai été dans cet appartement, elle se tenait dans la porte et regardait en silence pendant que je chargeais les derniers cartons dans ma voiture. Elle a demandé doucement si c'était vraiment la fin. Si j'abandonnais simplement tout espoir pour notre mariage, j'ai répété que je n'abandonnais rien. Je choisissais le respect de soi. Elle a protesté que ce n'était pas juste. J'ai réaffirmé qu'aucun de nous deux ne se ferait traiter publiquement d'ennuyeux devant nos amis communs. J'ai fermé le coffre de ma voiture, jeté un dernier regard à cet immeuble d'appartement et compris qu'il ne m'avait jamais vraiment semblé être mon propre chez moi. Il était toujours décoré selon ses goûts et géré selon son emploi du temps. Je n'y avais été qu'un invité, un résident toléré. Je suis monté dans ma voiture et suis parti définitivement. Ce soir-là, j'ai enfin contacté mon frère Derek. Il vivait dans un état à 2 états du mien, travaillait dans la finance et avait toujours été honnête et ouvert avec moi sur toutes les questions. S'il y avait quelqu'un qui pouvait me dire sans ambages que je réagissais de manière excessive dans toute cette situation, c'était bien lui. Il a décroché à la 2e sonnerie. Je lui ai annoncé que Jennifer et moi allions nous séparer. Un long silence a suivi à l'autre bout du fil. Puis, il m'a demandé pourquoi. Je lui ai raconté chaque détail. La soirée mondaine, les yeux levés au ciel sans arrêt tout au long de la soirée, la remarque sur ma prétendue ennuyosité, mon départ précipité, le séjour à l'hôtel, la semaine consacrée à faire mes valises, la conversation au café, toute l'histoire. Une fois que j'ai eu fini, il est resté silencieux pendant un moment. Puis, il a expliqué qu'il devait me dire quelque chose, une information que je n'aimerais probablement pas entendre. Je lui ai demandé ce qu'il voulait dire.
il a avoué que la façon dont Jennifer parlait de moi ne lui avait jamais plu, pas même au début. Lors des réunions de famille, à notre mariage, et chaque fois que je quittais la pièce par hasard, elle faisait ces remarques subtiles à mon sujet, comme si j'étais un projet sur lequel elle travaillait constamment, comme si j'avais besoin d'être réparé en permanence. Au début, il avait supposé que c'était simplement sa façon d'être. Certaines personnes ont tendance à se comporter ainsi avec leur partenaire. Mais cela l'avait toujours vraiment dérangé. Je lui ai demandé pourquoi il ne m'en avait jamais parlé. Il a expliqué que j'avais l'air suffisamment heureux et qu'il ne trouvait pas approprié de juger le mariage d'une autre personne. Il n'était cependant pas surpris qu'elle ait fait une telle remarque lors d'une fête. En fait, il était étonné qu'elle n'ait pas dit quelque chose d'encore plus insultant. J'ai senti un poids s'abattre sur ma poitrine. Je lui ai demandé directement s'il pensait que je prenais la bonne décision en partant. Il a répondu qu'il pensait que j'aurais dû le faire il y a 1 an, voire plus tôt. Nous avons eu une discussion d'1 heure sur les relations, le respect et la reconnaissance de sa propre valeur. Nous avons parlé de la façon dont les personnes proches peuvent parfois percevoir des aspects que nous ne remarquons pas nous-mêmes, parce que nous sommes trop proches. À la fin de notre conversation, j'étais plus sûr que jamais d'avoir fait le bon choix. Mon nouvel appartement était calme, vide et tout à fait à moi. J'ai consacré cette première soirée à disposer soigneusement les meubles, à accrocher des tableaux au mur et à aménager mon espace exactement comme je le souhaitais. Il n'y avait aucun compromis à faire, aucun besoin de demander si elle était d'accord avec mes arrangements. J'ai commandé une pizza dans un magasin de la rue. Je l'ai mangée assis par terre, car je n'avais pas encore de table à manger. J'ai écouté de la musique que j'aimais vraiment, sans me soucier qu'elle soit trop forte ou d'un genre inapproprié. Je suis resté éveillé jusqu'à minuit à lire, parce que je le pouvais, et personne n'était là pour se plaindre de la lumière. Vers 1 heure du matin, je me suis tenu à la fenêtre de ma chambre et j'ai contemplé le quartier en contrebas. Les lampadaires projetaient de longues ombres et quelques rares personnes rentraient chez elles après avoir quitté des bars ou des restaurants. La ville avait une vitalité palpable que notre ancien appartement n'avait jamais dégagée. J'ai réalisé que je souriais. Quand avais-je souri pour la dernière fois en étant seul dans mon propre appartement ? Honnêtement, je ne m'en souvenais pas. Pour la première fois depuis quelques années, je n'avais pas l'impression de prendre trop de place juste parce que j'existais. Jennifer m'a envoyé plusieurs SMS dans les semaines qui ont suivi. Ces messages laissaient entendre que je faisais une grave erreur, demandaient si j'étais vraiment prêt à jeter tout notre mariage à la poubelle pour ça, et exprimaient son espoir que je sois satisfait maintenant. Je n'ai répondu à aucun d'eux. Par l'intermédiaire d'amis communs, en particulier Drew et Melissa, qui avaient été nos amies de couple, j'ai appris par bribes comment elles géraient la situation. Au début, elles racontaient aux gens que j'avais surréagi à une blague, que j'étais trop sensible et qu'elles ne comprenaient absolument pas pourquoi j'étais parti pour une broutille pareille. Mais avec le temps, l'histoire a commencé à changer progressivement. Finalement, il y avait eu des gens à cette soirée. Ils avaient eux-mêmes constaté comment elle avait levé les yeux au ciel toute la soirée. Ils l'avaient entendu me qualifier d'ennuyeux en ma présence. Sarah Martinez avait apparemment raconté les événements exacts à plusieurs autres personnes. L'histoire que Jennifer tentait de construire s'avéra intenable lorsqu'on l'examina de près. En décembre, j'ai appris par des tiers qu'elle n'allait pas bien. L'appartement était trop cher pour qu'elle puisse le payer seule avec son salaire. Elle cherchait activement un colocataire ou envisageait de déménager dans un logement nettement moins cher. Les réunions sociales qu'elle avait toujours tant appréciées étaient devenues désagréables et embarrassantes. Les gens ne savaient pas de quel côté se ranger dans cette rupture, alors ils ont choisi de ne prendre parti pour personne et ont tout simplement cessé de l'inviter aux événements. Je n'ai ressenti aucune satisfaction en apprenant tout cela. Il n'y avait ni sentiment de triomphe ni désir de vengeance, juste une reconnaissance silencieuse que les actions ont des conséquences concrètes. Un après-midi, fin janvier, j'ai failli la croiser au supermarché. J'étais là pour faire les courses de la semaine, j'ai tourné dans l'allée des fruits et légumes et je l'ai vue à l'autre bout, en train d'examiner des avocats. Mon premier réflexe a été de faire demi-tour et d'éviter toute confrontation possible. Puis, j'ai réalisé quelque chose d'essentiel. Je n'avais en réalité pas besoin de l'éviter. Je n'avais pas peur d'elle, ni d'une confrontation. Je n'avais tout simplement pas envie de lui parler. Alors, j'ai continué mes achats tranquillement,
en suivant ma liste méthodiquement. J'ai choisi des tomates, de la salade, quelques pommes et tout ce dont j'avais besoin. Une fois, elle a levé les yeux et a remarqué que j'étais figé. Je lui ai fait un bref signe de tête, un geste simple et poli, comme on le ferait à un étranger ou à une connaissance superficielle. Puis je suis passé à l'allée suivante. Elle ne m'a pas suivi et n'a pas non plus essayé de m'aborder. J'ai terminé toutes mes courses, j'ai payé à la caisse et je suis parti. Sur le parking, je suis resté assis un moment dans ma voiture, attendant qu'une émotion quelconque se manifeste. De la colère, de la tristesse, du regret, n'importe quoi. Mais rien ne s'est produit. Elle m'était devenue étrangère, juste quelqu'un que j'avais connu, quelqu'un qui avait joué un rôle à un moment donné. Le plus remarquable dans tout ce moment était à quel point il semblait insignifiant. Ma vie avait réellement changé de manière fondamentale. J'ai rejoint un club de lecture qui se réunissait chaque semaine à la bibliothèque municipale. Les gens là-bas s'intéressaient vraiment à mes contributions, posaient des questions pertinentes et étaient parfois en désaccord, mais toujours avec considération et respect. C'était merveilleux. Un jeudi soir, au club de lecture, nous discutions d'un roman sur l'urbanisme. Je l'avais lu 2 fois, j'avais pris des notes et je voulais exprimer mes idées à ce sujet. Mon ancien moi aurait hésité, aurait attendu le moment opportun, et se serait inquiété de prendre trop de temps ou de dire quelque chose que les gens pourraient trouver ennuyeux. Mais je n'étais plus cette personne. J'ai pris la parole tôt dans la discussion et j'ai expliqué avec passion l'utilisation de l'architecture comme métaphore par l'auteur, comment la transformation physique des quartiers reflétait l'évolution émotionnelle des personnages. J'ai parlé peut-être 3 minutes d'affilée. Après ma conclusion, une femme nommée Claire, qui était assise en face de moi, s'est penchée en avant avec un intérêt sincère. Elle a dit que c'était brillant. Elle n'avait même pas remarqué ce schéma, mais j'avais absolument raison. Les bâtiments eux-mêmes étaient des personnages. D'autres ont immédiatement participé, approuvant ou réfutant, enrichissant mon observation avec attention et posant des questions complémentaires. Nous avons consacré 20 minutes à ce seul sujet, en plongeant au cœur du texte, en nous défiant mutuellement et en apprenant les uns des autres. Et personne n'a levé les yeux au ciel, même une seule fois. Personne n'a soupiré. Personne n'a regardé son téléphone pendant que je parlais. À la fin de la réunion, 3 personnes différentes m'ont remercié explicitement pour mes réflexions. Claire m'a demandé si j'avais envie d'aller prendre un café avant la prochaine réunion pour discuter du nouveau livre que nous allions lire. Je suis retourné à ma voiture et je me sentais grand de 10 mètres. Voilà ce que devrait être une vraie conversation. Voilà à quoi ressemble le respect fondamental. De plus, j'ai commencé à faire de la randonnée le week-end avec un groupe que j'avais trouvé en ligne. Lors de la première randonnée, je suis arrivé tôt parce que j'avais vraiment peur de rencontrer de nouvelles personnes et je craignais d'être d'une manière ou d'une autre inintéressant, là aussi. Un homme du nom de Tyler s'est présenté en premier, suivi par d'autres dont j'ai essayé de retenir les noms. En quelques minutes, j'étais plongé dans une conversation avec des gens sur les plus beaux sentiers de randonnée de la région, les livres que nous avions tous lus et l'histoire géologique du parc lui-même. À un point de vue pittoresque surplombant la rivière, j'ai mentionné quelque chose que j'avais lu sur les formations géologiques, en particulier sur la façon dont la vallée avait été façonnée par l'eau et la glace au cours de milliers d'années. Je parlais avec force détail et me suis soudainement interrompu, craignant d'être ennuyeux. Immédiatement, quelqu'un m'a encouragé à ne pas m'arrêter, trouvant cela fascinant. Une autre personne m'a demandé où je tenais toutes ces connaissances. J'ai répondu « Je lis beaucoup, tout simplement ». Tyler a suggéré que je continue à lire et à partager, car c'était de loin préférable à leurs randonnées habituelles, où ils ne faisaient que se plaindre de leur travail. Tout le monde a ri, moi y compris. Nous avons marché 3 heures ce jour-là. À la fin, 5 personnes différentes m'ont demandé quand je participerais à la prochaine randonnée. 2 personnes ont échangé leur numéro avec moi pour m'envoyer des recommandations de sentiers. Je suis rentré chez moi fatigué, couvert de boue et plus heureux que je ne l'avais été depuis des mois. J'ai repris contact avec de vieux amis que j'avais un peu perdus de vue au fil des années. C'étaient des amis qui appréciaient vraiment ma compagnie, riaient de mes blagues, me demandaient mon avis sur diverses choses et voulaient vraiment entendre ce que j'avais à dire. Mon ami Marcus était l'un d'eux. Nous nous étions rencontrés à l'université et nous nous étions complètement perdus de vue.
Lorsque je l'ai recontacté après ma séparation, nous avons repris notre amitié comme si le temps n'avait pas passé. Un soir, il m'a contacté parce qu'il était stressé à cause d'une présentation professionnelle qu'il devait faire. Il en avait peur et n'était pas sûr que ses idées soient suffisamment solides. Il se remettait constamment en question. J'ai écouté attentivement, puis je lui ai expliqué que ses idées étaient en fait assez solides. Il avait simplement peur de prendre de la place dans cet environnement. Un long silence a suivi. Ensuite, il m'a demandé comment je savais cela. J'ai répondu « Parce que j'ai passé 2 ans à m'excuser d'exister et je savais exactement à quoi cela ressemblait. » Nous avons discuté pendant plus de 60 minutes, en abordant des sujets tels que la confiance en soi, le respect et la reconnaissance de sa propre valeur. Nous avons parlé de la façon dont les bonnes personnes seraient impatientes d'écouter ce que l'on a à dire. À la fin de notre conversation, il a exprimé sa joie sincère de notre amitié retrouvée et a admis qu'il avait oublié mon talent pour ce genre de choses. Cela avait une signification pour moi qu'il sous-estimait probablement. J'ai même recommencé à sortir de manière informelle. Rien de sérieux ne s'était encore passé, juste des cafés et des promenades agréables au port, des conversations avec des gens qui montraient un intérêt sincère à me connaître. Un rendez-vous en particulier s'est avéré particulièrement mémorable. Elle s'appelait Lisa. Nous nous étions rencontrés sur une application et avions convenu de nous retrouver dans un café du centre-ville pour prendre un café. Je lui ai parlé du club de lecture, du groupe de randonnée, de ma fascination pour l'histoire et l'architecture locale. J'ai remarqué que je m'égarais et je me suis immédiatement excusé d'avoir accaparé la conversation. Elle a semblé sincèrement perplexe et m'a demandé pourquoi je ressentais le besoin de m'excuser, affirmant qu'elle trouvait cela intéressant. Elle m'a demandé si je pouvais développer la visite architecturale à laquelle je faisais référence. Par conséquent, je l'ai fait et elle a écouté attentivement, a posé des questions pertinentes et a partagé ses propres intérêts. Notre conversation a duré 2 heures complètes. Lors de nos adieux définitifs, elle a exprimé son désir sincère de me revoir. Je suis rentré chez moi ce soir-là et j'ai réalisé que je m'étais automatiquement excusé d'avoir montré de l'enthousiasme pour des sujets qui me tenaient à cœur, d'avoir pris de la place dans une conversation. C'était la voix de Jennifer qui résonnait encore dans ma tête, pas la mienne. J'ai décidé de ne plus y prêter attention. Un dimanche matin, alors que j'étais dans mon café préféré, une femme à la table voisine a posé des questions sur le livre que j'avais avec moi, qui traitait de l'architecture locale. Nous avons fini par discuter pendant 20 minutes de la conservation des monuments, des quartiers que nous admirions tous les deux et de nos bâtiments préférés de la ville. Elle était engagée, souriait et s'intéressait sincèrement à l'échange. Nous avons échangé nos numéros de téléphone avant de partir. Sur le chemin du retour vers mon appartement, je repensais à cette soirée dans la résidence Henderson, me revoyant planté dans cette pièce bondée tandis que ma femme annonçait à qui voulait l'entendre que j'étais ennuyeux. Je repensais à ces années passées littéralement à me faire plus petit, à parler moins fort, à être moins, essayant désespérément de découvrir la bonne façon d'être pour qu'elle me perçoive différemment et me traite avec un minimum de respect. Mais le problème n'a jamais été moi. Certains croient qu'une rupture nécessite des excuses, un moment où l'autre partie comprend enfin ses torts et exprime des remords. Pourtant, j'ai réalisé ce soir-là, en finissant mon verre et en sortant, qu'une rupture signifiait parfois simplement reconnaître sa propre valeur et ne pas se contenter de moins que ce que l'on mérite. Jennifer n'a jamais compris ça. Elle ne me trouvait pas ennuyeux parce que j'étais intrinsèquement inintéressant. Elle me trouvait ennuyeux parce qu'à un moment donné, elle avait cessé de me respecter, ou peut-être ne m'avait-elle jamais vraiment respecté. Une fois que je l'ai compris avec clarté, la décision est devenue simple. Je n'avais pas besoin qu'elle reconnaisse ma valeur. J'avais juste besoin de la reconnaître moi-même. Tout le reste s'est mis en place après. Maintenant, le dimanche matin, je me réveille sans aucune angoisse. Je lis mon journal dans mon café préféré. Je discute avec des gens qui veulent sincèrement entendre ce que j'ai à dire. Je vis dans un espace qui m'est entièrement propre, rempli d'objets que j'ai choisis moi-même, agencés exactement comme je le préfère. Le silence n'est plus synonyme de solitude. Il est agréable et paisible. Je ne suis plus en colère, ni blessé, et je ne reste plus éveillé à me demander ce que j'aurais pu faire différemment pour sauver la situation. Je suis simplement reconnaissant. Reconnaissant que Sarah ait posé cette question à la fête.
reconnaissant de la clarté qui est née de la simple énonciation de la vérité, reconnaissant d'avoir suffisamment d'amour-propre pour m'éloigner de quelqu'un qui n'était pas capable de reconnaître ce qu'il possédait. J'ai entendu dire récemment que Jennifer avait déménagé dans un appartement plus petit avec une colocataire pour pouvoir payer le loyer. Elle continue d'aller à des fêtes et des événements mondains. Elle continue d'affirmer que je n'avais pas compris son humour. Elle est toujours fermement convaincue que le problème venait de moi et de ma sensibilité. J'espère qu'elle est heureuse. Honnêtement, je le lui souhaite, mais la plupart du temps, je ne pense tout simplement plus à elle, parce que je suis trop occupé à vivre une vie où je suis apprécié, où je prends exactement l'espace que je mérite, où il serait considéré comme impoli et non comme amusant de lever les yeux au ciel parce que quelqu'un contribue à une conversation. Il s'avère que je n'étais pas du tout ennuyeux. J'étais simplement ennuyeux pour la personne la plus inappropriée qui soit, et m'éloigner de quelqu'un qui n'était pas capable de reconnaître ma valeur a été la décision la plus intéressante que j'ai jamais prise. Merci d'avoir regardé et d'être resté jusqu'à la fin. Si vous vous sentez bien ici et que cela vous aide, n'hésitez pas à vous abonner. Il y a encore beaucoup de choses passionnantes à venir.